Bonjour, merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Immanquable pendant les vacances, le fameux salon du chocolat. Cette année, il fête ses 20 ans. Nous avons rencontré les entreprises yvelinoises présentes pour cette édition. Le droit à la formation individuelle n'existe plus. Il sera remplacé à compter de janvier 2015 par le compte personnel de formation. Nous verrons les changements en perspective pour les salariés et les entreprises. Enfin, nous irons à la découverte de l'or rouge dans les Yvelines. L'entreprise de la semaine est à Vic. Elle cultive une des plus précieuses épices, le safran. Enfin, nous reviendrons dans notre entretien sur le droit à la formation individuelle. Il va prendre fin et sera remplacé par le compte personnel de formation en 2015. Ce changement fait du salarié l'acteur principal et le décideur de sa formation. Nous en parlerons dans quelques instants avec Rémi Ador. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller Opcalia, organisme partenaire de l'emploi et de la formation. Mais avant notre entretien, passons en revue l'actualité de la semaine. Le Salon du chocolat fête ses 20 ans cette année. C'est un événement inratable des vacances. Les Français sont de grands amateurs de chocolat. Ils en consommeraient 6 kilos par an et par personne. Yolène Thorez et William L. se sont rendus au salon à la rencontre de deux entreprises yvelinoises qui, vous allez le voir, se démarquent des traditionnelles chocolateries. Au parc des expositions Porte de Versailles, le salon vient d'ouvrir ses portes au grand public et les visiteurs sont déjà au rendez-vous. Vous versez le chocolat à l'intérieur, vous le mettez au frigo, vous le retournez, les chocolats tombent. Le chocolat n'adhère pas, si vous voulez, aux parois. Pour cette entreprise basée à Conflans-Sainte-Honorine depuis 3 ans, c'est le tout premier salon du chocolat. Ils ont dépensé plus de 3 000 € pour être ici et se faire connaître. Spécialisée dans la pâtisserie décorative et créative, la société propose toute une gamme de matériel professionnel, des emporte-pièces, des moules, des caissettes, mais aussi des produits alimentaires. On dispose de notre propre marque de pâte à sucre. Donc la pâte à sucre, en fait, c'est comme de la pâte à modeler, c'est comestible et ça sert à décorer des gâteaux. Donc on peut réaliser plusieurs types de gâteaux. Par exemple, la princesse, la poupée que vous voyez là, qui est réalisée donc sur une base d'un gâteau comestible et on l'habille ensuite avec ce produit-là. La société dispose donc de son propre magasin, mais propose également des ateliers pratiques pour enfants et adultes. Vous n'êtes pas loin, comme ça, Voilà. Si vous voulez passer nous voir. D'accord. Voilà. Bonne journée. Oui, merci, vous aussi, madame, au plaisir. Au revoir. À quelques mètres de là, une autre société yvelinoise. On est au salon. Ici, pas de stand, mais l'un des rares food trucks du salon. Un véhicule rétro qui attire et se démarque. On propose des yaourts bio glacés. Donc on a là actuellement fait du yaourt nature et comme on est sur le salon du chocolat, on propose du yaourt chocolat. On a éventuellement d'autres parfums, on a fraise, abricot, vanille. Pour cette toute jeune entreprise, née il y a 1 an à Orgeval, l'objectif est avant tout de se faire connaître et d'aller vers les passants. Bonjour, vous voulez goûter? Oh, c'est gratuit. Le salon du chocolat se poursuit jusqu'à dimanche et ne devrait pas manquer d'amateurs. Au cours de l'année 2013, pour la première fois, plus de 4 millions de tonnes de cacao auraient été consommées dans le monde, 32% de plus qu'il y a 10 ans. Une zone d'aménagement concerté va être créée sur le secteur Boubas-Louise Michel à Trappes. Ce n'est que les prémices, cette zone sera active d'ici plusieurs années. D'une surface de 21 hectares, le site pourrait devenir un pôle de développement majeur intégré au contrat de développement territorial des Yvelines. Le quartier devra accueillir des logements, mais aussi des commerces ainsi que des activités tertiaires. Écoutez ces précisions de Jean-Marie Lemerlu, directeur adjoint de l'aménagement de l'établissement public du plateau de Saclay. Dans l'opération d'aménagement qu'on envisage, on a réservé 30 000 m² dédiés pour des locaux d'activités, d'entreprises, petites, moyennes ou grandes. Pour le moment, on commence les études, donc on ne sait pas exactement comment ça va se traduire, mais on a réservé ce potentiel. Un coup de pouce à l'emploi, c'est le dispositif lancé par la mairie de la Verrière. C'est un dispositif de soutien à la formation et à la création d'entreprises pour les jeunes de 16 à 30 ans. Il est associé au service jeunesse de la mairie. Les projets seront choisis sur dossier puis passeront devant une commission. Les dossiers sélectionnés obtiendront 1 000 € ou seront financés à hauteur de 50%. Une vingtaine de jeunes devraient bénéficier de ce coup de pouce. Le coup de pouce, c'est un fonds d'initiative. C'est un fonds d'initiative par les entreprises partenaires avec la ville. Nous avons Bouygues, la MGEN, Eurovia, qui financent ce fonds.
On attend des réponses d'autres entreprises qu'on a sollicitées. Et eux s'engagent à être partenaires avec nous de ces projets et aussi de parrainer justement ces jeunes. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les employés de l'entreprise PSA à Poissy. 98 emplois sont supprimés dans l'équipe de nuit sur les lignes d'emboutissage. Les employés n'ont pas été surpris car cette décision fait partie d'un plan de réorganisation qui avait été annoncé auparavant par PSA. Aujourd'hui, l'entreprise de Poissy produit 260 000 véhicules. En 2017, seulement 140 000 devraient y être assemblés. Depuis lundi, la production est arrêtée pour une semaine. Faute de commandes, les contrats de 700 intérimaires ne seront pas reconduits. Je vous propose de passer maintenant à notre entretien de la semaine. Dans notre entretien de la semaine, nous allons parler du droit à la formation individuelle, si important pour les salariés et pourtant méconnu. Nous accueillons Rémi Ador, qui, je le rappelle, est conseiller Île-de-France chez Opcalia, partenaire actif de la politique de l'emploi et aussi organisme de formation, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas organisme de formation. Nous sommes organisme paritaire collecteur agréé. Donc, on est agréé par l'État pour gérer les fonds de la formation professionnelle continue. Bien, merci de cette précision. Donc, avant de commencer notre entretien, je vous propose de voir un reportage réalisé ce matin. De nombreux chefs d'entreprise, mais aussi des formateurs yvelinois se sont rendus à la maison de l'emploi et de la formation à Trappes. Une réunion était organisée par la plateforme RH pour les informer de ces changements qui en inquiètent plus d'un. Attentifs, chacun prend des notes. Formateurs, chefs d'entreprise, ressources humaines. Pour chacun d'entre eux, la fin du DIF, c'est un gros changement. Le salarié devient l'acteur principal de sa formation. À partir de janvier 2015, on va acquérir 24 heures par an pendant 5 ans et ensuite 12 heures par an pendant 2 ans et demi, ce qui fait 150 heures au bout de 7 ans et demi. L'objectif du gouvernement est de mettre en avant les formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes. Pour celles qui sont éligibles, les critères sont plus stricts. Moins de formations financées, c'est le principal objet d'inquiétude. On est un peu dans l'expectative par rapport à ce financement des formations qui peuvent être très intéressantes, très importantes pour certains salariés, mais qui ne seront peut-être plus financées, en tout cas par l'employeur, et donc peut-être abandonnées. Beaucoup craignent de voir les possibilités de formation diminuer avec ce changement. Pourtant, le système créé en 2004 n'a jamais remporté un franc succès. Si en 2009, seules 600 000 personnes, environ 6% des salariés, avaient déjà profité du droit à la formation individuelle, en 2012, 47% ne l'avaient toujours pas utilisé par manque d'informations, d'intérêt ou simplement car ils ne savaient pas quelle formation suivre. Alors vous l'avez vu, le droit à la formation individuelle va être remplacé en janvier 2015 par le CPF, le compte personnel de formation. Pour commencer, Rémi Ador, pourquoi le droit à la formation individuelle a-t-il été remplacé ? Pourquoi ce changement ? On le voit bien dans le reportage, il a été peu consommé par la mauvaise communication qu'il y a eu autour de ce DIF, que ce soit par les pouvoirs publics comme par les employeurs. Donc l'idée, c'était de refondre un peu ce système. Et c'est vrai que le CPF intervient aussi lors de la réforme de la formation professionnelle continue, qui est actée par une loi depuis le 5 mars, donc du 5 coup, mars 2014, voilà, oui. 5 mars 2014, donc ce changement de DIF en CPF intervient en même temps que cette réforme qui révolutionne le système de la formation tel qu'elle était depuis plus de 30 ans. D'accord, donc comme on l'a vu dans le reportage, donc le salarié est au cœur, c'est l'acteur principal de sa formation. En d'autres termes, qu'est-ce que ça va changer pour lui et aussi pour son employeur ? Alors pour lui, ça va lui donner plus de liberté, donc on va rester positif par rapport aux inquiétudes du reportage. C'est vrai que le salarié aura cette liberté donc de pouvoir faire une formation dans le cadre du CPF hors temps de travail, alors que c'est vrai qu'auparavant, ça n'était pas possible. Il fallait toujours l'accord de son employeur pour pouvoir mettre en place sa formation. Donc là, il y a une liberté pour le salarié qu'il n'y avait pas auparavant. Mais du coup, il devra quand même demander son accord à l'employeur quand même. Alors, l'accord avec l'employeur perdure si la formation est dans le temps de travail ou s'il souhaite que l'employeur abonde un financement complémentaire sur la formation qui va suivre hors temps de travail. Mais en tout cas, il a la liberté de faire sa formation hors temps de travail sans en parler à son employeur. Il aura le financement de l'OPCA, donc ce que nous sommes, au titre du CPF.
Alors pour rassurer un peu les chefs d'entreprise, est-ce que du coup ils sont un peu dépossédés de leurs droits, ils peuvent plus peut-être proposer des formations ou en imposer, enfin comment ça va se passer justement pour les employeurs? Alors pour les employeurs, il faut pas oublier qu'ils ont toujours leur plan de formation donc pour leurs collaborateurs, donc ils auront toujours arbitré les formations qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans leur année, enfin dans l'année. Après le CPF pourra être mobilisé comme le DIF si les collaborateurs souhaitent bien sûr engager leur CPF sur la formation, parce que le CPF, tout comme pour le DIF, il fallait qu'il y ait un accord écrit entre l'employeur et le salarié sur l'utilisation de ses droits. Donc ça perdurera toujours. On l'a vu dans le reportage, ce sont les formations certifiantes, diplômantes, qualifiantes qui sont mises en avant. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est un petit peu compliqué. Alors ça signifie plein de choses. C'est vrai que c'est là où il y a beaucoup d'inquiétudes de tout le monde, de tous les acteurs de la formation. Donc il va y avoir plusieurs listes qui vont déterminer en fait des actions de formation éligibles. On en connaît déjà certaines. Donc on sait qu'il y a la liste du répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Donc c'est tous les titres, diplômes donc, qui ont été déposés sur ce répertoire. On va avoir l'inventaire de la Commission nationale des certifications professionnelles également, qui doit avoir une liste d'établis, mais qui n'est pas encore faite pour le moment, où ce sera plus des formations dites transversales qu'on pourra retrouver sur différents métiers. Donc cette liste doit être établie et on attend aussi des listes. La liste nationale interprofessionnelle, qui va déterminer après de toutes les autres listes régionales et aussi auprès des branches, parce que c'est vrai qu'il faut expliquer ce que nous sommes, les OPCA. Il y a des OPCA interpro, c'est-à-dire des organismes qui sont rattachés, enfin des entreprises qui sont sur les OPCA interpro. Ne sont pas rattachés à une branche collective, excusez-moi, et il y a des entreprises qui sont rattachées à une branche collective, enfin une convention collective, pardon, et donc qui vont adhérer à un OPCA de branche. Et donc il faut bien différencier les deux, et c'est vrai que la branche et l'interpro ont à négocier des listes de formation pour qu'on puisse avoir le choix des formations éligibles au CPF. Et pour les formations qui ne disposent pas d'un diplôme, par exemple, on voyait une dame s'exprimer dans le reportage, chef d'entreprise, elle a une entreprise d'aide à la personne, des femmes de ménage, il n'y a pas de diplôme là-dessus, alors elle se demande quelle formation elle va pouvoir leur offrir, du coup ça ne va pas être financé. Pour ces formations qui ne sont pas liées à un diplôme, comment ça va se passer? Ça va être un petit peu compliqué peut-être à financer. Alors il y aura toujours la partie plan de formation, c'est-à-dire le budget qu'elle souhaitera mettre sur la formation de ses collaborateurs. Après, il se peut, si on est sur la branche du service à la personne, il se peut que l'OPCA de branche, donc qui n'est pas OPCALIA, détermine d'une liste qui correspond aux besoins de formation des entreprises de cette branche. Donc il se peut qu'on retrouve les formations qu'elle recherche, mais on ne les connaît pas encore. Tout est à négocier par les partenaires sociaux, enfin les représentants de chacune des branches qui existent. Donc comment les entreprises vont-elles faire si justement elles veulent payer, offrir à leurs employés ces formations qui ne sont pas d'un diplôme? C'est vraiment elles vont devoir mettre la main à la poche au final. Alors c'est vrai que il ne faut pas oublier que le compte personnel de formation, c'est une démarche individuelle. Ça appartient vraiment aux salariés, à l'individu. Donc ça appartient pas à l'entreprise. Donc c'est si le collaborateur souhaite engager son CPF dans le cadre du plan de formation de sa société, oui, là c'est possible. Après, si la formation que souhaite mettre en œuvre l'entreprise n'est pas éligible au CPF et que du coup il n'y a pas d'accord à avoir du collaborateur pour cette formation, effectivement il va falloir qu'elle le finance sur son plan de formation. Et pour à partir de 2015, le DIF va se transformer. Pour les heures de droit à la formation individuelle accumulée, qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce que c'est perdu? Non, alors c'est pas perdu, donc elles vont être transférables au titre du CPF à partir du 1er janvier. Donc on pourra les utiliser, les mobiliser au titre du CPF, vraiment dans les conditions du CPF et plus dans les conditions du DIF. Et il ne faut pas oublier, surtout les employeurs ne doivent pas oublier de communiquer auprès de leurs salariés avant le 31 janvier 2015 de leurs droits au DIF acquis au 31 décembre 2014.
Je vous propose, Rémi Ador, de regarder avec nous la question de la semaine. Nous vous avons demandé à vous, Yves Linois, si vous connaissiez le droit à l'information individuelle et si justement vous en aviez bénéficié. Bon, j'ai entendu parler, de toute façon, plus. Je connais parce que je suis un peu dans le métier. Je suis dans les ressources humaines, donc je sais à quoi ça correspond. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas eu besoin. Moi, je connais pas du tout. Ça permet aux employés de trouver une nouvelle voie, de permettre de se former dans les heures de travail et avec le soutien de l'entreprise. Le DIF, je connais parce qu'effectivement, en fonction des démarches pour des personnes qui changent de métier, qui ont besoin de formation, j'ai entendu de bons échos, mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Je connais parce que je suis actuellement, j'ai fait une demande, je suis intermittent du spectacle. J'ai demandé à pouvoir refaire une formation par le DIF. Et finalement, la formation que je voulais ne correspondait pas en nombre d'heures dans la semaine obligatoire à faire, minimum, donc je suis passé sur un CIF. Donc oui, je connais le DIF et je connais le CIF. Alors nous l'avons vu, le DIF est méconnu, peu de gens en ont bénéficié. Est-ce que vous pensez que le compte personnel de formation va avoir le même destin ? J'espère pas. Je pense que on va tous les acteurs de la formation vont se mobiliser pour en tout cas bien informer donc les entreprises et les salariés. Je pense qu'il est prévu, en tout cas, une communication à grand public de la part du ministère de l'Emploi, enfin du Travail, de l'Emploi et de la Formation. Donc après, nous, c'est vrai que on en parle en entreprise tous les jours quand nous sommes en rendez-vous. Les organismes de formation aussi acteurs sont aussi mobilisés pour en parler et faire en sorte que tout le monde comprenne bien le nouveau fonctionnement et que tout le monde mobilise leur CPF. Et il faut savoir aussi au niveau de l'information, on aura tous, chaque individu, un compte donc dématérialisé qui sera géré par la Caisse des dépôts et consignations. Donc on aura nos identifiants et on pourra s'y connecter pour voir le crédit d'heures de CPF que nous avons, ainsi que toutes les listes des formations dites éligibles. Donc l'idée, c'est quand même que l'individu puisse se connecter directement, du coup, sans passer par son employeur. Donc l'information, elle est vraiment directe. Donc je pense que ça devrait fonctionner, oui. Et en parlant justement d'information, il me semble que vous organisez bientôt un nouveau rendez-vous pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Oui, effectivement. Alors, en partenariat avec la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, on organise le 27 novembre, dans l'après-midi, donc une rencontre autour de la réforme. Parce que, comme je vous disais, le CPF n'est qu'une partie de la grande réforme de la formation professionnelle continue. Donc, ce sera l'occasion de discuter de ce changement qui s'opère à partir du 1er janvier 2015. Merci beaucoup Rémi Ador d'être venu sur notre plateau. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site opcalia.com. Nous poursuivons maintenant notre émission avec le chiffre de la semaine. « 1,8, c'est le pourcentage de demandeurs d'emploi en plus pour le mois de septembre dans les Yvelines. La semaine dernière, le Pôle emploi a publié les chiffres du chômage pour le mois de septembre 2014 pour la catégorie A, c'est-à-dire les personnes sans aucune activité. Cela représente environ 1 millier de chômeurs en plus par rapport au mois d'août sur notre département. On dénombre donc 70 190 chômeurs dans les Yvelines en un an. Le chômage a donc augmenté de 6,9%. À savoir qu'en Île-de-France, ce pourcentage est de 6,2%. Je vous propose maintenant de découvrir le métier de la semaine. Cette semaine, nous nous intéressons au métier de la mort. Vous le savez, c'est bientôt la Toussaint. À cette occasion, nous avons voulu en savoir un peu plus sur les métiers des pompes funèbres qui peinent à recruter. Conseiller funéraire, une profession méconnue qui n'a pas souvent une bonne image, mais qui est pourtant essentielle pour les familles qui traversent un deuil. Des images signées Élodie Moine. Une atmosphère paisible, le recueillement règne pour la Toussaint. Mais pour les pompes funèbres, c'est le jour le plus chargé de l'année. Vous regardez, monsieur, des fleurs artificielles. Oui. Donc, pour ça, je m'adresse à vous. Ce qu'il faudrait, c'est les petits pots pour s'y remettre le gravier par-dessus, non? Oui, pourquoi pas. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Je veux dire, Fleurs, plaques, à l'approche de la fête des défunts, les conseillers funéraires sont très sollicités. Là, exceptionnellement, on a des fleurs naturelles qu'on vend uniquement pour la Toussaint. Donc, on a depuis une dizaine de jours jusqu'à mardi prochain à peu près. Et on sera tous les trois là pour accueillir les personnes qui veulent aller se recueillir sur les monuments.
De la pierre tombale au cercueil, le conseiller funéraire guide les familles dans le déroulement de la cérémonie. Plus de 500 000 obsèques ont eu lieu en 2013. Pour cette même année, l'INSEE recense 3 457 entreprises de pompes funèbres dans l'Hexagone, dont 117 dans les Yvelines. À Versailles, Yvon Aladière, entré comme porteur il y a 9 ans et maintenant conseiller funéraire, il apporte son aide à tous. Vous avez des gens, et ça m'est arrivé déjà, qu'une personne rentre en disant « Monsieur, je souhaite ce cercueil ». Pourquoi ? L'épouse du monsieur travaillait le bois et elle travaillait ce bois. Donc il n'a pas réfléchi. Il faut savoir que chez nous, il y a deux parties. Il y a quand même une partie accueil, relations humaines, organisation. Et il ne faut pas le cacher, il y a aussi une partie commerciale. Parce que chez nous, on fait tout, nous avons tout un tas de produits. Et la première chose, c'est cette relation humaine avec les gens. Commerciaux, organisateurs, administratifs, le métier a plusieurs facettes. Une formation d'1 an post-baccalauréat dispense en 200 heures environ les rudiments du métier. À côté, les conseillers en devenir ont une formation pratique en agence. La psychologie et le contact avec les familles est essentiel pour appréhender chaque situation. Chaque décès est complètement différent. Tout dépend après des personnes à qui vous faites face, que ce soit pour une personne d'un certain âge, pour que ce soit un enfant, un ado. Même si la relation humaine est là pour l'organisation, puisque nous sommes à l'écoute des familles et nous organisons comme elles le veulent, bien entendu. Mais avant toute chose, il y a un petit recul quand même. Nous ne pleurons pas avec les familles, bien entendu. 20% des 25 000 salariés travaillant dans les pompes funèbres sont des conseillers funéraires. Le secteur attire peu, pourtant il recrute. Dans les pompes funèbres, un tiers des embauches relèvent d'une création de poste. Passons maintenant à tout autre sujet avec l'entreprise de la semaine. L'entreprise de la semaine vient tout juste de se créer et elle pourrait rapporter beaucoup d'ici plusieurs années. Sa propriétaire installée à Vic cultive ce qu'on appelle l'or rouge, le safran, une des épices les plus chères au monde, 30 000 € le kilo. Un reportage de Catherine Zulato, Guylaine Thorez et William L. Avec son panier en osier, Aurélie Jacques part à la cueillette, non pas des champignons, c'est de saison, mais du safran, une des épices les plus chères au monde qui se cultive en pleine terre. Là, vous avez la première parcelle que j'ai plantée l'année dernière, qui représente à peu près cette année 10 000 bulbes. Donc elle a déjà beaucoup fleuri. Là, on est en fin de récolte, donc il reste quelques fleurs. Les fleurs de crocus sont cueillies le matin car elles sortent la nuit. Elles sont ensuite émondées pour isoler le pistil rouge, qui est la fameuse épice. Le pistil doit être immédiatement séché. Une fois qu'il aura perdu 80% de son poids, il pourra être mis en pot. Je l'éparpille bien. C'est parti pour une demi-heure. Cette année, Aurélie Jacques a cueilli 27 000 fleurs, 15 000 bulbes supplémentaires ont été plantés. Autant de plantations pour une production de 300 grammes seulement de safran. Et pour obtenir ces quelques grammes, beaucoup de travail. On plante tout à la main. Donc on est obligé de faire une tranchée avec un outil qui s'appelle une houe. Et après on plante à la main à genoux, on rebouche, on fait les allées avec une pelle. Donc déjà c'est assez physique. Et après il y a le désherbage qui se fait aussi à la main. Donc moi je ne porte pas de pesticides ou autres. Le safran, Aurélie Jacques l'a découvert un peu par hasard. En 2008, ses parents agriculteurs décident de prendre leur retraite. Se pose la question de la reprise de l'exploitation céréalière familiale. Un voisin vient donner un coup de main. Aurélie imagine de créer elle-même ses productions et apprend que le safran pousse en France. En 2012, j'ai fait un stage chez Véronique Lazera, qui est la plus grande safranière de France. Et puis je me suis lancée dans l'aventure. J'avais fait un premier test en plantant 1000 bulbes. Et en 2012, l'année dernière, j'en ai planté à peu près 5000. Et puis cette année, j'en ai replanté 15 000 de plus. Et au total, là, j'en ai 25 000 cette année. La culture du safran, c'est loin de l'univers d'Aurélie. La jeune femme travaille dans la finance pour une société de gestion d'actifs. Toute une organisation au moment de la récolte. Comme il faut cueillir les fleurs le matin, j'y allais avant de travailler. Donc j'y allais avec une lampe frontale pour cueillir mes fleurs. Et puis après, j'allais travailler ma deuxième journée à Paris. Cette année, Aurélie Jacques a vendu ses premiers grammes de safran. Pour l'heure, c'est juste une diversification de l'exploitation agricole. Mais à terme, pourquoi pas une vraie petite entreprise qui pourrait s'annoncer très rentable. Car le safran se monnaie 30 000 € le kilo. Il faut entre 150 000 et 200 000 fleurs pour en faire 1 kilo. Avec 1 gramme de safran, vous pouvez déjà parfumer entre 50 et 150 assiettes. 1 gramme de safran vendu par Aurélie, 34 €.
En France, il n'y a que 157 exploitations de safran pour une production nationale qui oscille entre 250 et 300 kilos, alors que les leaders, eux, en Iran, produisent entre 160 et 180 tonnes à l'année. Cela laisse donc entrevoir de belles perspectives économiques. Il est maintenant temps de passer à l'agenda de la semaine. Et cette semaine de rendez-vous à ne pas manquer, le mardi 4 novembre de 18h30 à 22h, le réseau Coaction 78 organise en partenariat avec la Poste et la Société Générale sa rencontre inter-association au château de Maisons-Laffitte. L'objectif est de favoriser les échanges, les partages d'expériences, les meilleures pratiques sur des enjeux communs à la fois entre associations mais aussi entre membres. Pour s'inscrire, rapprochez-vous de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. La Cité des métiers de Trappes organise vendredi 7 novembre un atelier sur l'importance de l'apparence dans la vie sociale et professionnelle. De 9h30 à 11h30, venez découvrir avec un coach en images les astuces et conseils pour vous mettre en valeur, construire votre garde-robe professionnelle en fonction de votre style et de votre métier. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée.